Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. De retour dans Punchline sur Europe 1 avec Amine El Khatmi, essayiste, Gilles Maintré, essayiste, président d'Electis, et Alexandre Chauveau d'Europe 1. Yael Braun-Pivet vient donc d'être élue présidente de l'Assemblée nationale. Elle dit qu'il va falloir débattre plutôt que se battre. Parce que la vraie question, c'est ça, Amine El Khatmi. Est-ce que cette Assemblée-là va être capable de voter un certain nombre de réformes essentielles ? Il va y avoir la réforme des retraites, évidemment, la mère des batailles. Mais il y aura avant cela un projet de loi de finances rectificatif. Il y aura la loi sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y aura une possibilité de trouver un consensus et de diriger, encore une fois, ces réformes ? Ça, c'est la grande inconnue, en réalité. Et la question, elle se pose à tout le monde. Ils sont tous confrontés à l'obligation de changer radicalement de mode de fonctionnement. De passer d'un système où il y avait une majorité absolue, qui n'en avait en réalité que faire de l'opposition, d'une opposition qui, par conséquent, était condamnée à faire de la figuration, du bruit et taper avec les pupitres le mercredi pour passer à la télé. Mais j'exagère à peine, et en réalité, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce que la majorité est capable de prendre au sérieux le travail parlementaire, et donc est-ce que l'exécutif va respecter les députés, tous les députés, et est-ce qu'une partie de l'opposition est prête à mener un travail constructif, c'est-à-dire à profiter de cette situation qui fait qu'il n'y a pas de majorité absolue pour mener un travail de négociation et de construction de la loi. C'est des réponses à ces questions que dépendra la suite des événements. Gilles Maintré. Je pense qu'on est passé d'un moment de stupéfaction en se disant ça va être le chaos à quand même la perspective que finalement le travail gouvernemental et parlementaire va avoir lieu, puisqu'on comprend quand même que, et d'ailleurs ça a été dit encore par Darmanin ce matin, qu'il y a quand même des fortes convergences entre En Marche et les Républicains, que Olivier Marleix a dit pas de coalition, mais bien sûr on est d'accord sur même un programme de travail pour y avoir un calendrier. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de réformes qui vont se faire sur les retraites, peut-être sur l'école, sur la sécurité, enfin sur le pouvoir d'achat, hein, c'est le premier test. Moi j'ai envie de dire, la question c'est pas tellement celle-là, on sent que ça va finalement pas bloquer ou pas tout de suite. C'est plutôt comment En Marche, et peut-être avec les Républicains, enfin en tout cas ceux qui vont voter ces lois, vont prendre en compte le fait que 3 Français sur 4 ont exprimé qu'ils n'étaient en désaccord avec le système institutionnel tel qu'il existe. Entre les gens qui se sont abstenus, les Français qui se sont abstenus, et ceux qui ont voté pour le RN ou pour la NUP, qui chacun propose de changer complètement le système, il va falloir aller plus loin que simplement trouver des petits compromis pour voter les lois. Il va falloir repenser la façon dont on décide et on gouverne. Alors sur le RN, Alexandre Chauveau, Gilles Maintré dit ils veulent repenser le système. On a pourtant l'impression, là, qu'ils veulent se fondre dans le système, qu'ils veulent incarner quelque chose qui est de la crédibilité et de la légitimité. Ils ne veulent pas casser le système et bloquer l'Assemblée, ils l'ont beaucoup dit. Oui, c'est dans une sorte de miroir inversé avec la NUPES. La NUPES, eux, veulent effectivement faire gage de crédibilité. On l'a dit, mais ils sont arrivés tous en costume-cravate, les femmes habillées en tailleur. Ils ont la volonté de proposer des amendements, de voter certaines lois, parce que ça a aussi beaucoup été reproché à Marine Le Pen pendant le débat, notamment face à Emmanuel Macron. Il n'a cessé de lui dire, mais vous étiez à l'Assemblée, mais vous avez voté contre le bouclier de pouvoir d'achat, vous avez voté contre toute une série de lois. Et là, le RN a cette volonté de ne pas tout bloquer, justement, contrairement à la NUPES. Et dans cette volonté de normalisation, le fait que le doyen de l'Assemblée nationale, José González, soit issu du RN, ça participe de cette volonté d'effacer le front républicain qui a nui depuis toujours au Rassemblement national. Amine El Khatmi, ça a quand même commencé, là, les bisbilles avec le Rassemblement national, la France insoumise. Ça va complètement parasiter les débats ou pas ? Ou ils sauront mettre ces différents profonds de côté ? Oh, ça dépend. Alors, quand on dit la NUPES, ça dépend de quelle NUPES on parle. Alors, parlons de la France insoumise, soyons clairs. Voilà. Évidemment que si on prend des socialistes bon teint comme Madame Rabault ou Monsieur Boris Vallaud, on les voit pas se monter sur les tables et se mettre à gueuler. Enfin, en tout cas, faire de l'obstruction exagérée. Évidemment, il y a une branche de la NUPES qui est une branche radicale. Monsieur Louis Boyard, député du Val d'Oise, David Guiraud, Obono, Garrido, enfin on les connaît, qui sont quand même pas enclins au dialogue, à la construction, qui vont être dans une volonté d'obstruction, dans une volonté
si je puis utiliser un terme un peu trivial, de bordélisation de la vie parlementaire. Et donc évidemment, bordélisation qui sera d'autant plus accentuée qu'ils ne sont plus 17. Quand vous êtes 80, 90 comme le sont les LFI, vous avez 80. 90, c'est le RN. C'est le RN. Donc 89, c'est le RN. Vous avez raison. Oui. Mais votre temps de parole est multiplié, vos amendements sont multipliés, vos possibilités d'intervention sont multipliées. Et donc évidemment, il est à craindre qu'il y ait de ce côté-là de l'hémicycle une volonté d'agitation, alors qu'en face, ça a été dit tout à l'heure, on va avoir un groupe RN. Alors ça commence mal, puisque le plus âgé d'entre eux a fait une sortie de route. Oui. Il a évoqué l'OAS, l'Algérie française. Être recadré, mais les autres, la stratégie, ça va être pas un mot de travers, et on est sérieux et on bosse. Gilles Maintré. Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur les costumes, cravates et les tailleurs des députés du RN. Le programme du RN est un programme de changement complet des institutions républicaines. C'est le grand discours entre les deux tours de Marine Le Pen sur sa république référendaire. Elle voulait soumettre directement la Constitution au peuple. La Constitution, elle n'est plus réformée par le Parlement, elle est par le peuple. On met en place un référendum d'initiative citoyenne. Donc, toutes choses sur lesquelles il y a des choses intéressantes, des choses qui sont plus intrigantes, mais il y a une volonté de changer de régime, et qu'on retrouve de l'autre côté de l'hémicycle, du côté de la NUP, parce que ils veulent plus casser la Ve République à la NUPS que au RN. Enfin, de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une constituante chez Mélenchon, et il y a la réforme directe de la Constitution par le peuple chez Marine Le Pen. De deux côtés, on va installer une République populaire, dans lequel, et une fois de plus, il y a derrière ça une intuition qui est juste, qui est le besoin d'une grande majorité de Français de s'exprimer plus et de décider plus. Maintenant, est-ce que c'est en cassant et c'est en réformant la Constitution de cette manière-là? Il y a matière à débattre. Mais comment on va prendre ça en compte? Et on revient du côté de la NUP. C'est-à-dire, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, on s'est dit, le jour de l'élection, ça y est, ils vont revenir. Regardez, ils sont tous inclinés, premier exemple, à la Commission des Finances. Finalement, non, ça sera le candidat LFI, Éric Coquerel. Bon, on sent que ils sont pris par LFI. Donc on va avoir ces deux groupes très violents, vraiment proposant une autre république, et puis au centre, Renaissance, les LR. Et si Renaissance et LR n'écoutent pas ce message et ne sont pas capables d'inventer quelque chose d'autre, on va aller à un clash très, très, très fort. Alexandre Chauveau. Je pense quand même qu'il y a plus de signaux envoyés de la part du Rassemblement national et de Marine Le Pen en faveur du fait de s'inscrire dans la vie politique actuelle et dans la participation à la vie politique, enfin au fait qu'Emmanuel Macron gouverne plus que chez la NUP. Mais sur la volonté de bordélisation, je reprends l'expression, mais en mettant des guillemets, je pense que la France Insoumise et la NUP en général peuvent être entre guillemets les idiots utiles d'Emmanuel Macron, qui dans 6 mois, 9 mois, 1 an peut prendre l'opinion à témoin en disant regardez, c'est impossible de gouverner dans ces conditions-là. J'ai proposé un projet de loi sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur les retraites, ça passe pas. Et dans ce cas-là, légitimer une potentielle dissolution. Alexandre Chauveau d'Europe 1, Amine El Khatmi, qu'est-ce que ça peut donner alors très rapidement? Je suis complètement d'accord avec ce scénario. Je pense que c'est une des stratégies d'Emmanuel Macron, c'est effectivement de pousser la France Insoumise à bloquer le jeu et à pourrir la vie parlementaire, et effectivement de prendre à témoin les Français dans quelques mois en disant, vous voyez, vous avez élu des gens en toute bonne foi parce que vous étiez d'accord avec leur programme, sauf que ils nous empêchent de gouverner, ils nous empêchent de prendre des mesures qui sont des mesures dont on a besoin pour le pays, dont on a besoin pour votre pouvoir d'achat. Et donc, je reviens devant vous et on dissout l'Assemblée nationale et on repart sur des élections. C'est pour ça que je ne comprends pas cette stratégie, mais ce n'est pas la première fois que je ne comprends pas Jean-Luc Mélenchon et ses coups à plusieurs bandes. Ils auraient dû précisément profiter de l'occasion pour montrer leur sérieux, leur crédibilité, pour éventuellement dire, voilà, un jour, nous, on peut gouverner le pays. Et c'est, je crois, l'expression de Marine Le Pen elle-même qui disait on risque d'avoir une ZAD au cœur de l'Assemblée nationale. Okay. Alors je ne vais pas reprendre l'expression à mon compte, mais effectivement on a l'impression que c'est un peu ce qui se dessine. C'est un vrai risque, Gilles Maintré? Non, mais il y a deux stratégies complètement différentes. Et là on n'est pas en désaccord avec Alexandre Chauveau. Le RN va vouloir voter
des lois ou des amendements parce que c'est le baiser de la mort. Mais ils savent bien que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'ils vont pouvoir dire regardez, ils ont gouverné grâce à nous. Alors que la NUP est dans une toute autre logique. Ils se sont déjà abstenus là sur le vote de Yael Braun-Pivet. Oui, absolument. Ils se sont abstenus, ils se sont retirés en disant voilà, comme si dans le fond Yael Braun-Pivet leur devait une partie de son élection puisqu'ils se sont retirés. C'est ce que dit Mélenchon. C'est ce que dit Mélenchon, il le dénonce. Et donc on voit bien qu'il y a deux stratégies complètement différentes, mais qui visent à la même chose. C'est à décrédibiliser ce pouvoir, ce gouvernement, parce que l'un et l'autre ont, je le répète, des stratégies de renversement complet du régime. Je ne suis pas si sûr que ça que Marine Le Pen veut complètement renverser le régime. Mais vous avez raison, dans son programme, il y a effectivement une façon de contourner la Constitution en passant par le référendum. Voilà. Et une fois de plus, les deux parlent de référendum d'initiative citoyenne, et ça mérite qu'on s'y arrête, parce qu'ils ne sont pas les seuls à en parler. Et Valérie Pécresse en avait parlé le proposait pendant la campagne, comme Anne Hidalgo. Donc peut-être que il est temps d'avoir une réflexion apaisée sur ce sujet, en arrêtant de penser que c'est une simple revendication, de gilets jaunes. C'est les gilets jaunes, mais pas que. C'est 65% des Français. En revanche, et à nouveau, je répète, Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen veulent réformer la Constitution directement par référendum, ce que ne permet pas la Constitution, et c'est dangereux. Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable d'entendre ça et de faire appel peut-être à des référendums plus régulièrement ou pas? Ou est-ce qu'il aura du mal à changer son logiciel, Amine El Khatmi? Ça voudrait dire qu'il aurait beaucoup changé depuis. Oui, je crois qu'on ne change pas trop. Je ne crois pas que spontanément ce soit dans sa nature Je crois que la situation s'impose à lui. Je crois qu'il le vit assez mal. Le fait de voir comme ça, ils avaient déjà du mal à discuter avec leur propre majorité. C'est ça. Donc imaginez de voir, parce que la réalité de la vie parlementaire de ce pays pendant 5 ans, mais c'était pas que pendant 5 ans, sous les précédentes législatures, c'était pareil. C'est le mardi matin, Monsieur Ferrand, Monsieur Castaner, les présidents de la majorité, avec quelqu'un de l'Élysée et de Matignon, se réunissaient, ils disaient voilà, cette semaine, la semaine prochaine, on discute ça on reporte, ça on discute, ça c'est oui, ça c'est non. Ça partait, l'ordre du jour, et on débattait. Et les députés découvraient ce qui avait été décidé en réunion. Là, il va falloir non seulement discuter avec sa majorité, parce que les 245, il ne s'agirait pas qu'il y ait des fâchés, des gens qui restent chez eux, des gens qui aillent aux toilettes, des gens qui se vexent et qui ne viennent pas voter. Il faut qu'ils soient tous là. Et en plus, il faut aller cajoler les 50 ou 60 autres pour avoir une majorité. Bon courage. 19h42, une petite pause sur Europe 1. On poursuit ce débat dans un instant sur la façon dont nos institutions vont résister à la nouvelle composition de l'Assemblée. À tout de suite. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. Et on se retrouve avec Amine El Khatmi, essayiste, Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, Gilles Maintré, essayiste. Il est 19h45. On va juste écouter Manuel Bompard de la France Insoumise. On parlait des députés RN et des députés France Insoumise. Écoutez comment ils envisagent les prochains mois et la façon dont ils vont s'opposer ou proposer des textes. La situation nouvelle, c'est que l'exécutif n'est pas l'exécutif tout puissant de la mandature précédente. Et donc le pouvoir est ici à l'Assemblée. Et on a bien l'intention de l'utiliser. Donc dès cette semaine, nous déposerons 2 propositions de loi. Une proposition de loi sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Nous l'avons proposé à co-signature d'ailleurs à l'ensemble des parlementaires qui souhaitent s'y associer. Et puis une proposition de loi sur le pouvoir d'achat pour mieux vivre. Et nous mettrons ces propositions sur la table. Et ensuite, libre à chacun des parlementaires de cette Assemblée de s'en saisir et de les soutenir avec nous. Voilà pour Manuel Bompard de la France Insoumise, Alexandre Chauveau. Ils vont faire beaucoup de propositions. Ils vont s'opposer sur certains textes, mais ils vont faire de leur côté beaucoup de propositions, ces députés. Oui, comme les députés RN d'ailleurs, et beaucoup d'amendements aussi. Quand on parle avec des députés ou des anciens députés, il est prévu qu'il y ait des dizaines de milliers d'amendements. Je crois que sur la réforme des retraites, ils en ont déposé 23 000. Hein. Voilà, sur chaque texte. Donc ça... On parlait tout à l'heure de Yael Braun-Pivet, ça renforce sa tâche. On lui souhaite bon courage. En réalité, moi, je pense que le gouvernement et Elisabeth Borne, comme Gérald Darmanin, ils doivent gouverner avec les Républicains. Et se pose la question pour les Républicains de coopérer dans l'intérêt du pays, au risque d'être associés au bilan d'Emmanuel Macron dans 5 ans. Ou bien de tracer une digue, une ligne droite et de ne pas collaborer, alors que en réalité il y a tout un tas de réformes et de mesures qui sont communes aux deux groupes. Absolument, c'est la vraie question, Gilles Maintré. Oui, mais aujourd'hui c'est les LR. Trouvez-moi 2 points de différence avec le programme d'Emmanuel Macron. Il n'y en a pas en fait. Oui, ça c'est l'article de Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières aujourd'hui dans Atlantico.
il y en a notamment sur les questions sociétales. Et on se demande si finalement c'est pas ça qui va se passer. On le voit là avec la proposition de loi constitutionnelle. Est-ce que Emmanuel Macron va pas gouverner à gauche sur les questions sociétales en trouvant quelques points de convergence avec peut-être même la France insoumise? Et on va voir comment ils vont réagir à cette proposition de loi. Déjà, on a vu que c'était très ouvert, comme l'a dit Elisabeth Borne. Et puis, à droite, sur les questions économiques. Ce qui va arranger, d'ailleurs, les Républicains, qui pourront dire à la fin, regardez, on était quand même dans l'opposition, parce qu'on était vraiment contre ces mesures sociétales. Et puis, ça va arranger la NUPS, qui va dire, regardez, on était vraiment contre les mesures économiques. Et quand Manuel Bompard dit, on a des idées sur le pouvoir d'achat et sur l'IVG, c'est sûr que sur le pouvoir d'achat, c'est probablement pas ça qui va sortir de l'Assemblée. Et que sur l'IVG, peut-être que si. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Amine El-Khatmi, une ligne de fracture sur les questions sociétales ou pas? Oui, c'est possible. Après, sur le son de Manuel Bompard, si ils utilisent leur groupe et leur présence à l'Assemblée pour déposer des textes, c'est très bien. Et c'est très bien que la vie parlementaire soit riche de propositions. Et sans doute seront-elles traitées de manière moins expéditive et moins méprisante qu'elles ne l'étaient au préalable, parce que je disais que la majorité était maltraitée, mais les oppositions, c'était guère mieux, c'était même pire. Donc, tant mieux si le rôle de la NUPES, c'est d'arriver avec des propositions, de dire voilà, nous, ce qu'on veut pour améliorer la vie du pays, on aimerait en débattre, c'est bien. Ce qui serait moins bien, ce serait des stratégies d'obstruction, d'utiliser jusqu'à l'outrance des points de règlement, des demandes de rappel au règlement, des demandes de suspension de séance, des demandes qui franchement sont complètement stériles et n'apportent rien au débat. Alexandre Chevaux, le calendrier des prochains jours. Alors là, il y a eu l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les présidents des commissions dans les prochains jours. Oui, c'est ça. Demain, je crois qu'il y a les six vice-présidents et les 3 questeurs qui sont élus. Et jeudi, la fameuse tant convoitée commission des finances. Avec une sorte de jeu de bonneteau entre le Rassemblement national, la NUPS qui va ne présenter finalement qu'un candidat en la personne d'Éric Coquerel et au détriment de Valérie Rabault et c'est tout. Mais et donc ça va être une bataille importante aussi, cette oui, et en fait la question c'est quel va être le choix des Républicains. Est-ce qu'ils vont, sachant que le vote est à bulletin secret, est-ce qu'ils vont voter en faveur du candidat du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, pour faire barrage à Éric Coquerel? Ou est-ce qu'ils diront, nous, on n'est ni LFI, ni Rassemblement National, et on vote, eux, ils présentent une candidate, mais ils savent très bien qu'elle ne va pas être élue. Non, mais très sérieusement, s'il y a un risque que ce soit un France Insoumise à la tête de la Commission des Finances, vous pensez que les LR vont hésiter, Gilles Maintré? Les LR vont hésiter à voter pour quelqu'un du Rassemblement national, parce que jusqu'à présent, pour l'instant, c'est la ligne des LR. Parce qu'ils n'ont pas bougé, pas une voix à Marine Le Pen, et ils n'ont pas voté jusqu'à présent dans aucune instance pour le Rassemblement national. Mais je suis tout à fait d'accord, ça va être un choix très, très difficile, parce que on voit bien les craintes que suscite la façon dont la LFI pourrait se servir de la Commission des Finances, qui n'ont pas complètement démenti, donc peut-être que d'ici là, ils apporteront un peu de crédibilité et de démenti à leur attitude. Par ailleurs, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui qui montre bien que dans les adhérents chez les Républicains, dans les sympathisants, eh bien, le RN n'est pas du tout perçu comme la France insoumise. Vous avez 3/4 des sympathisants LR qui pensent que le RN est beaucoup plus fréquentable que la France insoumise. Donc, ils vont se retrouver dans un jeu difficile. Amine El-Khatmi, vous vouliez ajouter quelque chose? On se focalise sur la présidence de la Commission des Finances, parce que c'est une commission prestigieuse et qu'il y a un enjeu, parce que le président, pour le coup, sera de l'opposition et a des pouvoirs. On rappelle qu'il peut aller lever le secret fiscal d'entreprises ou même de particuliers à Bercy. Donc ça pose quand même question et ça peut soulever des inquiétudes quant à la nature du président. Mais il y a des centaines d'autres postes qui sont en jeu, qui peuvent paraître comme ça un peu moins prestigieux, mais vous avez d'abord les autres commissions. Il y a des commissions très importantes, la commission des lois, la commission des affaires étrangères, la commission de la défense. Vous avez des centaines de groupes d'amitié, de groupes de travail. Vous avez des nominations dans des organismes importants, l'office parlementaire des choix
choix scientifiques et technologiques, par exemple. Et donc tout ça, ça va aussi donner lieu à des tractations dont on va sans doute moins parler ici et dans les médias en général, parce que on est tous en réalité focalisés sur les finances, parce qu'il y a un énorme enjeu politique. Mais ça veut dire que dans les prochaines semaines, il va y avoir énormément de tractations pour que tous ces postes soient attribués. Postes qui, il faut le rappeler, sont remis en jeu chaque année. Le président qui va être élu de la Commission des finances n'est pas élu pour 5 ans, contrairement à la présidente de l'Assemblée nationale qui là est élue jusqu'à la fin de la législature. Ça veut dire que chaque année, au mois de septembre, on va recommencer et on remettra en jeu l'ensemble des postes. Le premier projet de loi sur lequel ça va batailler ferme, Alexandre Chauveau d'Europe 1, c'est le pouvoir d'achat. Oui, alors, avec quelques mesures, la revalorisation des prestations sociales de 4%, l'augmentation des pensions de retraite, des minima sociaux, du RSA, de l'allocation adulte handicapé. Il y aura aussi dans le projet de loi un bouclier logement qui vise à limiter la hausse des prix des loyers à 3,5%, l'augmentation des APL à 3,5%, un chèque alimentaire qui sera distribué à 9 millions de Français en septembre si la loi est votée. Une centaine d'euros. Exactement, 100 euros. Le gouvernement aura besoin des Républicains pour voter cette réforme. Tout à l'heure, ce matin, Olivier Marleix est allé rendre visite à Elisabeth Borne à Matignon. Il en est sorti en disant qu'il, je le cite de mémoire, il devait pouvoir trouver un chemin ensemble sur cette question du pouvoir d'achat. La droite, elle, veut vraiment insister sur la question du travail. Ils veulent absolument revaloriser les personnes qui travaillent et non pas augmenter de manière systématique les minima sociaux. Vous avez raison. Gilles Maintré ? Là, ça va vraiment être... On commence presque par le plus difficile, parce que s'il y a un sujet sur lequel ils ne sont pas d'accord, c'est bien le pouvoir d'achat. Si on caricature, vous avez d'un côté la France Insoumise qui veut augmenter les salaires, vous avez grosso modo Renaissance qui veut distribuer des chèques le moins longtemps possible. On a même Bruno Le Maire qui commence à faire entendre une partition un peu différente, puisqu'on dit que la cote d'alerte des finances publiques commence à être atteinte, ce qui est une réalité grave. Et puis les Républicains qui sont pour des baisses d'impôts. Comment on va trouver un terrain commun? Il est très probable que ce terrain commun soit entre les Républicains et en Renaissance. Ils ne sont pas d'accord sur la politique des chèques, les LR. Ils ne sont pas d'accord sur la politique des chèques. Donc qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, les Républicains ont dit qu'ils allaient faire leur propre projet. Avant même d'avoir le projet du gouvernement, ils allaient déposer le leur. Donc, on n'a pas commencé par le plus facile, mais c'est quand même le plus urgent. Et le plus urgent pour les Français, notamment Amine El Khatmi, qui, eux, ont du mal à boucler les fins de mois. Il y a urgence à prendre un certain nombre de mesures. Ben oui, parce que la conclusion de tout ça et ce qu'il en restera à la fin, pour les Français, c'est pas qui est élu à la présidente de la Commission des finances. Est-ce que les gens de M. Mélenchon se sont bien comportés, mieux que ceux de Le Pen ou pas? À la fin des fins, l'électeur il juge sur quoi? Est-ce que ma vie quotidienne a changé? Est-ce que ce qui allait mal pour moi au début s'est un peu amélioré? Est-ce que je peux offrir une vie un peu plus digne à mes enfants et à mes proches? C'est ça qui reste à la fin. C'est quand on arrive pour des millions de Français à la fin du mois, à la dernière semaine, et qu'on compte les euros et qu'on compte parfois les centimes pour savoir si on va pouvoir boucler en attendant que le prochain salaire tombe. Et tout ça, ça reste. Le reste, ça part. Ça nous intéresse sur le moment parce qu'on commente l'actualité. Mais ce sur quoi seront jugés les députés et le gouvernement, c'est vraiment sur ça. Et ça sera la première épreuve du feu, Alexandre Chauveau, pour le nouveau gouvernement. Oui, qui est attendu en début de semaine prochaine. Alors, contrairement à la précédente formation de gouvernement, il y a peu de noms qui circulent. On a du mal à imaginer des prises de guerre. Ce dont auront besoin Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, ce sont des personnalités politiques, plus que des personnalités issues de la société civile, comme on l'a vu lors de la première formation du gouvernement, parce que on l'a dit, avec l'Assemblée, avec tous les projets de loi à présenter, il faudra répondre présent. Un dernier mot, Gilles. Oui, quand même une phrase. C'est quand même extraordinaire qu'il ne soit pas question de changer le Premier ministre. Que de manière évidente, Elisabeth Borne reste à Matignon. Comme s'il ne s'était rien passé. Voilà. C'est une femme, monsieur, vous vous en félicitez. Et il y en a d'autres. D'ailleurs, vous savez qu'un certain nombre de femmes circulent. Et comme si jamais le président de la République, finalement, c'était un peu son discours, ne prenait pas vraiment acte de ce qui s'était passé, est parti à Bruxelles, débrouillez-vous, trouvez-moi une solution. Alors que là, très clairement, les Français ont envoyé un message et qu'il faut qu'il se traduise aussi à la tête du gouvernement.